Le 5 février 1987, à l'aube, des policiers et des ambulanciers furent envoyés à un immeuble. Ils y découvrirent le corps d'une jeune femme gisant sur le trottoir. Elle avait été touchée d'un unique projectile à la tempe gauche. Des membres de l'équipe de secours retirèrent de sa bouche le bas nylon qui lui avait servi de bâillon. Les experts se déployèrent en éventail pour fouiller les environs. Des policiers interrogèrent les résidents des appartements. On put ainsi identifier la victime. Elle s'appelait Lori Rainwater. Elle avait 22 ans. Les voisins étaient sortis rapidement en entendant des cris suivis de 3 coups de feu. À cause de la brume, cependant, ils avaient eu de la difficulté à voir ce qui était arrivé. Ils n'avaient aucune idée de l'identité du meurtrier. Pendant que la recherche d'indices se poursuivait, les policiers découvrirent une seconde victime derrière l'immeuble. L'homme était mort, touché d'un projectile à la poitrine, ainsi que d'un autre projectile tiré à bout portant à la nuque. Comme la première victime, on l'avait bâillonné avec un bas nylon. Les voisins l'identifièrent. C'était le mari de Lori, John Rainwater, 25 ans. Les policiers se rendirent à l'appartement du couple qui était la proie des flammes. Après que l'incendie d'origine criminelle ait été éteint, on commença l'examen de la scène. Des éclaboussures de sang un peu partout laissaient croire que l'attaque avait été brutale. Il n'y avait aucune empreinte digitale. Apparemment, le couple avait été ligoté. À preuve les quelques mètres de ruban adhésif que les policiers recueillirent. On trouva également des moufles de fortune, faites de chaussettes entourées de rubans adhésifs. On les avait sans doute fabriquées pour empêcher les victimes de défaire leurs liens. Au cours des fouilles, les policiers remarquèrent 2 pots vides sur la table. Tous les objets recueillis furent envoyés au laboratoire pour être examinés. Le médecin légiste qui pratiqua l'autopsie des victimes constata qu'elles avaient subi de profondes lacérations infligées par un objet contondant. Certaines traces indiquaient qu'elles avaient été agressées sexuellement. Mais ce qui avait provoqué la mort de John et de Lori Rainwater, c'était un coup de feu à la tête provenant d'un revolver de calibre 38. On recueillit les projectiles pour les envoyer au laboratoire judiciaire du ministère de la Justice de la Californie. Pendant que les experts se mettaient à l'examen des indices, l'enquêteur Bill Hanley, du bureau du procureur de San Luis Obispo, chercha des pistes. Sans témoins, elles étaient plutôt rares. Les meurtres ont eu lieu vers 6 heures. C'était un matin très sombre et brumeux, et les témoins n'ont pas pu vraiment voir ce qui se produisait. Les enquêteurs se tournèrent vers les familles des victimes dans l'espoir d'obtenir des informations. Madame Martinez, la mère de Lori, ne pouvait concevoir que quelqu'un ait pu en vouloir à la vie de Lori et John. Ce couple sans histoire était heureux et très croyant. John et Lori avaient plusieurs emplois, notamment l'entretien de l'immeuble où ils vivaient. Ils surveillaient toutes leurs dépenses et avaient amassé assez d'argent pour déménager dans un appartement plus grand. Ils comptaient avoir des enfants. Madame Martinez déclara que sa fille gardait leurs économies dans des pots de verre. Les enquêteurs en déduisirent que c'était sans doute les pots qu'ils avaient trouvés vides. Le mobile de ces meurtres sauvages était donc peut-être l'argent. Les enquêteurs espéraient que les indices recueillis sur place leur permettraient d'en savoir davantage. Marty Collins, expert en dactyloscopie, examina le ruban adhésif ainsi que les pots qui avaient vraisemblablement contenu les économies des Rainwater. Il ne trouva aucune empreinte sur les pots. Il examina ensuite le ruban, mais il avait été chiffonné et froissé. On peut réussir à remettre un ruban adhésif dans son état initial, mais une fois qu'il a été froissé, nos chances de trouver des empreintes digitales sont plus limitées. Les méthodes traditionnelles pour localiser et prélever les empreintes furent infructueuses. Il restait une autre technique à tenter, un procédé qui consiste à appliquer une teinture spéciale. Après l'avoir appliquée, Collins soumit le ruban à un éclairage laser. La teinture adhère aux empreintes latentes sur le ruban. Sous la lumière, il aperçut un petit bout d'une empreinte digitale. Cette découverte n'était pas vraiment encourageante, puisqu'il n'était pas possible de la comparer aux empreintes conservées dans la base de données. L'empreinte provenait de l'extrême pointe du doigt et non de la partie charnue sous le doigt qui sert d'habitude à la prise d'empreintes. Au cours des mois suivants, les policiers dressèrent une liste de suspects potentiels. Ils les convoquèrent ensuite pour les soumettre à un interrogatoire. Mais ils furent éliminés un à un suite à l'analyse dactyloscopique de leurs empreintes.
Puis, le 29 avril 1987, 2 mois après les meurtres, les policiers reçurent un appel d'une femme qui croyait détenir des informations à propos du double homicide des Rainwater. Elle accepta de se rendre au poste pour répondre aux questions des policiers. Elle avait vu les Rainwater quelques jours avant leur meurtre. Elle était à la recherche d'un appartement avec son ami Dennis Dwayne Webb et les avait rencontrés à ce sujet. Les Rainwater percevaient les loyers pour le propriétaire, mais ils n'avaient pas la responsabilité de négocier les baux de location. Pendant qu'ils étaient chez eux, l'informatrice avait remarqué que son ami regardait avec insistance les pots remplis d'argent sur le comptoir de la cuisine. Pour les enquêteurs, cette histoire ne prouvait pas sa culpabilité. Mais ce n'était pas tout. Elle raconta qu'une semaine après leur rencontre avec les Rainwater, Dennis Webb et elle-même avaient été arrêtés au cours d'une descente pour une affaire de drogue. Les policiers recueillirent des drogues, de nombreuses armes, mais ils ne trouvèrent cependant pas le revolver de calibre 38 que possédait Webb. Le lendemain de la descente, elle fut remise en liberté sous caution. Peu de temps après, Webb l'appela de la prison où il était incarcéré. Il voulait lui parler du revolver 38 qu'il avait caché. L'informatrice qui avait suivi l'enquête entourant le double homicide dans les médias avait appris que John et Lori Rainwater avaient été tués avec une arme de ce calibre. Dennis Dwayne Webb avait insisté pour qu'elle démonte l'arme, qu'elle se rende jusqu'à la côte et jette l'arme dans la mer du haut d'une falaise. L'informatrice obéit à son ami. Après avoir démonté l'arme, elle se rendit dans un secteur isolé sur la côte et elle la lança du haut d'une falaise d'une centaine de mètres. Après quelques mois sans piste sérieuse, les policiers disposaient enfin d'un suspect important pour les meurtres de John et Lori Rainwater. Mais pour consolider l'enquête, ils devaient retrouver l'arme du crime, ce qui était loin d'être évident à la simple vue de l'endroit. Honnêtement, quand je suis allé là et que j'ai vu où elle avait jeté l'arme, je me suis dit que nous avions peu de chances de la retrouver. Des membres de l'équipe de sauvetage du bureau du shérif de San Luis Obispo se rendirent à la falaise. Après l'examen des lieux, ils mirent au point un plan précis. Ils contre-vérifièrent tout leur équipement pour s'assurer qu'ils ne couraient aucun danger, puis ils se mirent au travail. Ils descendirent en rappel le long de la falaise et fouillèrent la plage pour retrouver l'arme qui avait vraisemblablement tué John et Lori Rainwater. Les 2 hommes de l'équipe de sauvetage descendirent lentement le long de la falaise. À cause des risques encourus, ils mirent près de 3 heures avant d'atteindre le bas de la falaise. Une fois sur place, ils se mirent à la recherche de l'arme. 1 heure plus tard, ils n'avaient toujours rien trouvé. Puis, sous des amas de cailloux, ils remarquèrent enfin ce qui semblait être la carcasse d'un revolver Smith & Wesson de calibre 38. Il était endommagé, mais les policiers étaient enclins à croire que c'était l'arme du crime qu'ils cherchaient. Les 2 hommes remontèrent le long de la falaise et remirent l'arme à l'enquêteur Hanley. Pour ce dernier, la valeur de cet indice était douteuse. En examinant ce revolver, j'ai constaté que l'intérieur du canon était complètement rouillé. Je ne croyais pas que le service balistique pourrait faire quelque chose de cette arme. Les policiers envoyèrent l'arme au laboratoire judiciaire de l'État où des experts la démontèrent. Ils la nettoyèrent, remirent les pièces en place et procédèrent à un tir d'essai. Ils comparèrent ensuite les projectiles à ceux qui avaient été recueillis sur les dépouilles de John et Lori Rainwater. Les sillons sur les projectiles créés lors de leur passage dans le canon de l'arme étaient identiques à certains endroits, mais pas partout. L'affaire allait bon train, même si les enquêteurs n'avaient pas encore prouvé que le suspect était l'auteur du double meurtre. Ils demandèrent de l'aide à leur informatrice. Ils souhaitaient qu'elle obtienne les aveux de Webb. Ils lui demandèrent de porter un micro lors de sa prochaine rencontre avec lui en prison.
Elle accepta de les aider, malgré les dangers que cela représentait. Je suis convaincu que ce qui motivait notre informatrice, c'était que justice soit rendue. À aucun moment au cours de l'enquête a-t-elle demandé qu'on fasse preuve d'indulgence par rapport à ses démêlés avec la loi ou demandé quelques récompenses monétaires. Elle voulait seulement que justice soit faite. Au cours de la conversation, Webb ne fit aucune mention des meurtres. Il était persuadé qu'en prison, toutes ces conversations étaient enregistrées. Quand l'informatrice lui dit qu'elle était inquiète parce qu'il était soupçonné du double homicide, il commença à parler en langage codé. Les policiers n'eurent aucun mal à décoder ces déclarations. Quand il voulait parler de l'arme que nous avions retrouvée sur la grève, il l'appelait le chat. Lorsqu'il parlait du fait qu'il avait tué quelqu'un, il disait qu'il avait fait exploser des raisins. C'est un peu le genre de code que nous avons dû déchiffrer. Webb assura son ami de ne pas s'inquiéter. En plus de se débarrasser de l'arme, il s'était assuré d'effacer toutes ses empreintes derrière lui. Les déclarations de Webb étaient certes incriminantes, mais ce n'étaient pas les aveux qu'espéraient les enquêteurs. Ils avaient toutefois suffisamment d'indices pour obtenir un mandat de perquisition de la voiture de Webb. Sous le siège du conducteur, ils trouvèrent un rouleau de ruban adhésif identique à celui trouvé dans l'appartement des victimes. Dans le coffre, il y avait encore le coupon de caisse émis lors de l'achat de ce ruban. Il était daté du 4 février 1987 à 20h37, quelques heures seulement avant le meurtre des Rainwater. Même si les policiers étaient convaincus que Webb était l'auteur de ces meurtres, ils devaient prouver sa présence sur la scène du crime. Comme l'empreinte trouvée sur le ruban était celle de l'extrémité d'un doigt, ils n'avaient pas pu la comparer à celle dont ils disposaient du suspect. Ils demandèrent à la Cour l'autorisation d'obtenir de nouvelles empreintes de Webb. Cette fois-ci, on prit également celle des extrémités de ses doigts. Marty Collins, du laboratoire judiciaire de la Californie, effectua l'analyse ultérieure. J'ai utilisé une loupe ultra puissante pour comparer les photographies de l'empreinte sur le ruban adhésif et celle de Dennis Webb. Une fois que j'ai identifié lequel des doigts avait laissé l'empreinte, j'ai trouvé un nombre suffisant de sillons caractéristiques pour compléter le travail d'identification. L'analyse prouvait que Dennis Dwayne Webb avait ligoté les victimes avec le ruban adhésif. Grâce à cette information, les enquêteurs purent le faire accuser des 2 meurtres. Les policiers croient qu'après avoir aperçu l'argent des Rainwater, Dennis Dwayne Webb a mis au point son plan pour le leur voler. Quelques jours après les avoir rencontrés, il est entré de force dans l'appartement du couple. Il ne s'est toutefois pas contenté de les voler. Il a terrorisé et torturé John et Laurie pendant quelques heures. Le couple a réussi à prendre la fuite, mais Webb les a poursuivis et les a tués de sang-froid. Il a ensuite mis le feu à leur appartement pour détruire les indices de sa présence. Le 20 juin 1988, Dennis Dwayne Webb a été inculpé d'entrée par effraction, de vol et de double homicide. Webb a témoigné au cours du procès et pour la première fois, il a reconnu être responsable de la mort de John et Laurie Rainwater. Après l'avoir entendu reconnaître sa culpabilité, le jury a condamné Dennis Dwayne Webb à mort. Les homicides les plus difficiles à résoudre sont ceux où les victimes ne connaissaient pas leur meurtrier. Heureusement, comme tous les criminels, les tueurs en série laissent aussi des indices derrière eux. Les enquêteurs n'ont plus qu'à se tourner vers les experts en criminalistique pour résoudre ces crimes et faire en sorte que justice soit rendue.